Dans cette troisième vidéo du cours Comment écrire un article scientifique, on va voir comment écrire la partie méthode. Donc la partie méthode de l'article, c'est beaucoup plus longue que l'introduction que nous avons vue dans la vidéo précédente. Et en plus, les méthodes, la section méthode est divisée dans plusieurs petites sections. Il n'y a pas vraiment de règles strictes sur l'ordre de ces différentes sections, mais vous pouvez vous référer à d'autres articles qui ont été déjà publiés dans le review où vous souhaitez soumettre et également regarder les instructions pour auteur pour voir s'il y a des consignes particulières. Mais je vais vous présenter les sections dans l'ordre, on va dire, général qu'on retrouve très souvent dans des articles, mais il n'y a pas de règles fixes. Mais en tout cas, très souvent, au début de la partie méthode, on va commencer par expliquer le design de l'étude que l'on a fait. Donc, est-ce que c'était un essai randomisé contrôlé ou une étude de cohorte prospective ou rétrospective? Est-ce que c'était une étude d'intervention ou une étude d'observation? Ou est-ce que c'était une étude longitudinale ou transversale? Donc, c'est cross-sectional en anglais. Donc, ce sont des mots-clés que l'on doit utiliser pour décrire le design de notre étude. Donc tout au long de cette partie sur les méthodes, je vais vous donner des exemples de textes qui sont tirés d'un article qui a été publié dans le BMJ en 2014. Donc c'était un article qui présentait les résultats d'un essai randomisé qui testait les patchs de nicotine chez des femmes enceintes qui étaient fumeurs. Donc ici, ils nous disent qu'ils ont fait une étude multicentrique en double aveugle, randomisée versus placebo, en groupe parallèle, et c'était nationwide, donc c'est-à-dire dans plusieurs villes d'un pays. Ensuite, donc, après le design, on doit aussi décrire ce qu'on appelle le setting et les sujets. Donc, c'est-à-dire qu'on va décrire où et quand a été menée l'étude. Et on va également décrire comment l'échantillon a été recruté et sélectionné. Donc en particulier, on va lister les critères d'inclusion et exclusion. Et là, il faut être quand même assez précise dans cette partie de l'article pour vraiment que le lecteur puisse comprendre quelle était votre population d'études. Si les critères d'inclusion et exclusion sont trop longs pour mettre en entier dans le texte, ce qu'on peut faire souvent, c'est de faire un tableau qui soit dans l'article même ou alors dans un annexe, un appendice qu'on peut trouver en ligne. Mais il faut vraiment détailler tous les critères d'inclusion et exclusion. Donc ici, l'étude publiée dans le BMJ a été menée entre octobre 2007 et janvier 2013. Et il a été fait dans 23 hôpitaux de maternité partout en France. Donc on va continuer avec notre exemple d'article sur les patchs de nicotine. Donc ici, j'ai juste copié-collé la section de la partie méthode sur les méthodes de recrutement. Donc ce qu'ils expliquent dans cette partie-là, c'est qu'ils ont recruté les femmes enceintes via des annonces dans des pharmacies, dans des hôpitaux de maternité, chez des médecins généralistes et sur un site internet. Et par ailleurs, l'INPES a envoyé 20 000 lettres à des médecins et à des pharmaciens. Donc c'est important de préciser les méthodes de recrutement puisque quelqu'un qui va accepter de participer à une étude puisqu'il a entendu une annonce à la radio par exemple n'est pas forcément pareil que quelqu'un qui va accepter de participer puisque un médecin lui a proposé l'étude. Donc c'est important de décrire les méthodes de recrutement pour qu'on puisse avoir une idée sur les éventuels biais de sélection qui peuvent se faire lors de recrutement pour une étude. Et ici, on voit la partie sur les critères d'inclusion et exclusion. Donc, si vous lisez dans le détail, vous allez voir que c'est assez précis. Donc, on commence très souvent en indiquant l'âge des participants et après des critères précis pour notre étude. Donc, les critères d'inclusion tout d'abord et ensuite, on liste aussi les critères d'exclusion. Et à la fin de ce paragraphe, on voit qu'ils ont précisé que les femmes qui attendaient des jumeaux n'étaient pas forcément exclues de cette étude, puisque peut-être dans ce domaine-là, les études sur les femmes enceintes, très souvent, ces femmes sont exclues des études. Donc ici, ils ont clairement précisé que pour cette étude-là, ce n'était pas un critère d'exclusion.
On doit également, dans la partie méthode, parler des considérations éthiques. Donc il faut clairement préciser si l'étude a reçu l'accord d'un comité éthique ou du CPP par exemple, et dans ce cas on peut préciser le nom de ce comité et également éventuellement la date de l'accord. Et il faut aussi détailler si un consentement éclairé a été demandé aux participants avant qu'ils commencent l'étude. Dans certains cas, ce n'est pas forcément le participant même qui va signer ce consentement éclairé. Par exemple, pour des enfants, ça peut être les parents qui le signent. Si c'est quelqu'un qui a une démence, par exemple, ça peut être un aidant qui signe à la place de la personne, ou quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, c'est quelqu'un de sa famille, un proche, qui va signer le consentement éclairé. Donc il faudrait juste détailler en fait comment cela a été fait pour votre étude. Donc pour notre exemple, on voit que ce protocole de recherche a été accordé par le CPP de la Pitié-Salpêtrière en mars 2007. Et on voit que les participants ont signé un formulaire de consentement éclairé. Et puisqu'il s'agissait de femmes enceintes, ils ont également demandé au père de l'enfant de signer aussi en consentement, puisqu'ils allaient recueillir des données sur l'enfant quand il était né. Donc ça, c'est selon les lois françaises pour la recherche biomédicale. Donc c'est bien de préciser quand il y a des situations particulières dans un pays spécifique, c'est bien de souligner que c'est la procédure standard dans votre pays. Également, quelque part dans les méthodes, on doit parler du calcul du nombre de sujets nécessaires. Là aussi, c'est en particulier pour les essais randomisés, mais c'est vrai aussi pour d'autres types d'études. Donc, comment on est arrivé au nombre précis de personnes qui ont été incluses dans notre étude? Donc, pour revenir sur notre article sur les patchs de nicotine, donc il y a la partie intitulée Power Calculations. Donc, c'est là où on va avoir des informations sur le calcul du nombre de sujets nécessaires. Et en fait, il nous explique dans cet article-là qu'en fait, il y avait 2 critères de jugement. En général, on a juste un seul critère de jugement principal, mais ici, il y avait 2 critères de jugement principaux. On peut dire des critères co-primaires, des fois co-primary outcomes en anglais. Et du coup, ils ont fait 2 calculs de nombre de sujets nécessaires, un pour chacun des critères, pour être sûr qu'il y avait suffisamment de participants pour les 2 critères. Donc je vous laisse lire dans le détail, mais vous voyez que c'est quand même assez détaillé là aussi, cette partie-là. Donc il faut donner quand même beaucoup de précision quand on présente un calcul de nombre de sujets nécessaires. Également dans la partie méthode, il faut expliquer comment a été fait le recueil des données. Donc c'est la partie data collection en anglais. Donc dans un premier temps, il faudrait bien préciser quels étaient les critères de jugement, donc c'est les outcomes en anglais. Donc quel était le critère de jugement principal et quels étaient les critères de jugement secondaires. Et il faudrait expliquer comment on a mesuré ces critères de jugement. Donc si c'était le décès par exemple, est-ce qu'on s'est référé à des registres pour avoir la date précise de décès, ou est-ce qu'on a utilisé une certaine échelle, par exemple, pour mesurer la cognition, par exemple. Ensuite, il faudrait détailler également les variables explicatives, donc on peut parler des exposures en anglais. Donc on a surtout normalement une variable d'intérêt. Donc par exemple, si on souhaite étudier le lien entre un certain nutriment et la cognition, la variable d'intérêt, c'est le nutriment. Et donc, il faudrait expliquer comment on a mesuré ce nutriment. Est-ce qu'on a utilisé, par exemple, un questionnaire alimentaire? Et si oui, est-ce que c'était un questionnaire existant qui a déjà été validé, ou est-ce que c'est un questionnaire que nous avons développé exprès pour cette étude-là? Ou sinon, est-ce que, par exemple, on a fait des analyses biologiques pour mesurer le taux de ce nutriment dans le sang? Donc bien expliquer comment a été mesuré
les variables d'intérêt, et également dire quelles étaient les covariables qui ont été recueillies. Donc on peut parler dans des analyses de variables d'ajustement. Donc par exemple, si on voulait ajuster notre analyse sur l'âge, sur le sexe, sur le niveau d'éducation, bien lister que nous avons recueilli ces variables également, et éventuellement donner plus de précision si besoin sur les échelles que nous avons utilisées pour recueillir ces covariables. Il faut également détailler quand et comment les données ont été recueillies. Est-ce qu'il y avait des visites tous les 2 ans, tous les ans, tous les 6 mois? Donc bien expliquer quelle était la fréquence des évaluations de l'étude. Donc dans un exemple ici, on voit que les fonctions cognitives ont été évaluées tous les 2 ans à l'aide de l'échelle MMSE qui a été administrée par des neurologues formés. Donc on précise clairement quelle était l'échelle, qui c'est qui a fait passer cette échelle et est-ce qu'ils étaient formés. Et dans le cadre d'une échelle existante comme le MMSE par exemple, il faudrait bien évidemment citer la référence du papier qui présente cette échelle et la validation de l'échelle. Donc si on revient à notre exemple sur les patchs de nicotine chez les femmes enceintes, ils expliquent, puisque il y avait finalement 2 participants dans cet essai. Il y avait la femme enceinte, donc la mère, mais également son enfant. Et à cause de cela, ils ont utilisé 2 critères de jugement. Donc le premier critère de jugement, c'était mesuré chez la femme, et donc c'était l'abstinence, donc le fait de ne plus fumer. Et donc ils expliquent comment cela a été mesuré. Et ensuite, en bas, dans le deuxième carré, on voit que le critère de jugement qui portait sur l'enfant, c'était le poids à la naissance. Donc, il y avait 2 types de critères de jugement principaux. Et ensuite, dans le paragraphe d'après, il détaille également les critères de jugement secondaires qui ont été recueillis dans cette étude-là. La partie sur l'analyse des données ou sur les méthodes statistiques se trouve en général à la fin de la partie méthode dans un article. Dans cette partie, il faut expliquer clairement qu'est-ce que vous avez fait dans l'analyse principale, donc c'est-à-dire pour évaluer ou analyser votre critère de jugement principal, et ensuite qu'est-ce que vous avez fait pour analyser les critères de jugement secondaires, donc dans les analyses secondaires. Il est aussi important de distinguer entre les analyses spécifiées a priori dans le protocole ou dans le plan d'analyse statistique, des analyses qui ont été faites en post-hoc, donc c'est-à-dire après qu'on a regardé les données et qu'on a observé des résultats, puisque ces 2 types d'analyses n'ont pas le même niveau de preuve, et les analyses post-hoc sont en général ce qu'on appelle des analyses exploratoires. Il faut expliquer clairement les différentes méthodes statistiques que vous avez utilisées dans chacune de vos analyses. Il ne suffit pas juste de donner le nom de la méthode, de faire une liste de méthodes. Il faut expliquer dans quel but vous avez utilisé chacune de ces méthodes statistiques. Et si c'est une méthode qui n'est pas très bien connue ou qui n'est pas souvent utilisée, il est bien d'expliquer et de justifier pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette méthode-là pour votre analyse. Et donc n'hésitez pas, quand vous écrivez la partie sur les analyses statistiques, de demander de l'aide auprès de la personne qui a fait les analyses, si ce n'était pas vous-même, puisque ce n'est pas évident d'écrire cette partie-là si on ne connaît pas très bien les méthodes statistiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. En plus d'expliquer les méthodes statistiques que vous avez utilisées, il faut aussi expliquer vraiment comment vous avez utilisé les différentes variables dans les analyses. Donc par exemple, si vous avez dichotomisé des variables ou mis des variables en classe pour les analyses, vraiment expliquer avec quel seuil vous avez fait cela et éventuellement justifier aussi le choix de ces seuils ou de regroupement, par exemple si vous avez regroupé ensemble une variable sur le pays ou sur le niveau d'éducation. Il faut également expliquer comment vous avez géré les données manquantes dans votre analyse, parce que forcément vous auriez des données manquantes dans l'analyse. Donc est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle une analyse des cas complets, donc vous avez simplement exclu de l'analyse les participants qui avaient des données manquantes? Est-ce que vous avez fait de l'imputation pour remplacer les valeurs manquantes par une valeur imputée? Ou est-ce que par exemple vous avez utilisé des méthodes d'analyse qui permettent d'inclure tous les participants même s'ils ont des données manquantes? Donc bien expliquer ce que vous avez fait pour gérer les données manquantes dans vos analyses.
Et enfin, en général, à la fin de la partie sur l'analyse des données, on donne une phrase juste pour dire quel était le nom et la version du logiciel que l'on a utilisé pour faire les analyses. Puisque l'idée, quand on écrit la partie méthode d'un papier, c'est que si quelqu'un d'autre voulait refaire la même analyse que nous et retrouver exactement les mêmes résultats, il puisse savoir exactement comment nous avons fait nous. Donc ici, j'ai simplement copié-collé des parties de la section analyse des données de l'article sur les patchs de nicotine chez les femmes enceintes. Donc ce que l'on voit au début de cette partie-là, c'est que les auteurs, déjà, ils expliquent quelle était la population incluse dans leur analyse. Donc ils nous disent qu'ils ont fait une analyse en intention de traiter, et ensuite la population intention de traiter, ils expliquent comment elle était définie. Également, dans ce premier paragraphe, ils expliquent comment ils ont géré des données manquantes dans le cas de femmes qui ont loupé une des visites de l'étude. Donc, ils ont été considérés comme des fumeurs et non pas comme abstinents dans les analyses. Ici à droite, on voit la suite de cette partie sur l'analyse des données, où ils expliquent quelle était la méthode statistique utilisée pour chacune des analyses présentées dans le papier. Donc, comme on voit très souvent, ils commencent en expliquant comment ils ont comparé les caractéristiques à l'inclusion. Et ensuite, ils expliquent une par une comment ils ont fait chacune des analyses. Donc, j'ai juste souligné une des analyses ici, mais ils expliquent pour toutes les analyses qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthode et comment en pratique l'analyse a été faite. Donc c'est quand même assez court, mais c'est détaillé. Et enfin, à la fin de cette partie sur l'analyse des données, ils expliquent comment les données sont présentées dans le papier. C'est pas forcément toujours obligatoire de faire cela, mais c'est toujours utile et c'est toujours bien pour le lecteur. Ça va faciliter la lecture de l'article si on explique comment les données sont présentées. Et enfin, il termine cette section en disant que toutes les analyses ont été faites avec le logiciel SAS. C'est ce qu'en général, ce qu'on fait, on explique si on a utilisé SAS, SPSS, Stata, R ou d'autres logiciels pour faire nos analyses. Tout cela pour permettre à quelqu'un, si jamais quelqu'un voudrait répéter notre analyse pour retrouver exactement les mêmes résultats, ils sauront quel logiciel on a utilisé et ils pourront répéter l'analyse avec le même logiciel. Enfin, on va terminer juste avec quelques spécificités qui sont uniques pour les essais randomisés. Donc là, quand on écrit la partie méthode pour un essai randomisé, il faut toujours se référer aux recommandations CONSORT que l'on a vues dans la première vidéo de ce cours, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit obligatoirement rapporter dans un article qui présente les résultats d'un essai randomisé. Donc en particulier, maintenant les essais randomisés doivent être enregistrés dans un registre d'essais cliniques avant de commencer le recrutement. Et donc dans les méthodes, on doit citer le numéro du registre. Donc très souvent, les chercheurs utilisent le registre clinicaltrials.gov. Et dans ce cas, on a un identifiant qui commence avec NCT quelque chose. Mais il y a d'autres registres qui sont acceptés, mais il faut donner l'identifiant de l'essai dans un de ces registres. Il faut également, dans le cas d'un essai randomisé, décrire comment la randomisation a été faite. Est-ce que c'était de la randomisation par bloc? Est-ce que c'était fait par ordinateur, par exemple, ou avec une autre procédure? Si c'est un essai qui a été fait en double aveugle, il faut dire comment l'aveugle a été fait, comment on a été sûr que les évaluateurs, par exemple, sont restés en aveugle tout au long de l'essai. Et également, pour le cadre d'un essai randomisé, il faut décrire l'intervention à l'étude et également l'intervention de comparaison. Donc, si c'est un médicament, par exemple, versus placebo, il faut bien décrire quelle était la dose du médicament et expliquer comment on était sûr que le placebo était très similaire, en apparence en tout cas,
aux produits de l'étude. Donc tous ces éléments sont importants à préciser pour un essai randomisé et vraiment se référer aux consort, aux recommandations consort pour être sûr de n'avoir rien oublié quand on décrit les méthodes d'un essai randomisé.